Donc merci à tous d'être parmi nous. Aujourd'hui, on co-organise avec 3R. Alors, je suis Ève Guillemot d'ODIS et je suis avec également David d'ODIS. On co-organise avec le réseau 3AR une manifestation, enfin des webinaires sur les médias circulaires. Aujourd'hui, la loi sur l'économie circulaire, oui, il faut bien commencer par le juridique. Donc, nous sommes sur Zoom. Le b.a.-ba de Zoom, vous avez vu, il y a activer, désactiver le micro et ou la caméra. C'est le petit micro pour désactiver le micro, la caméra pour désactiver la caméra. Je vous demanderai, quand vous aurez des questions, à la fin, de réallumer votre micro, de réallumer votre caméra pour poser vos questions, parce qu'on trouve que c'est quand même plus sympa de vous voir et que ce soit vous qui posiez vos questions. Vous avez la liste des participants qui va s'afficher tout au long de la visioconférence. Donc ça, vous y aurez accès facilement. Et de toute façon, on vous enverra un tableau Excel en PDF, pardon, avec toutes les coordonnées des personnes présentes. Si quelqu'un ne souhaite pas que ces coordonnées apparaissent, n'hésitez pas. Normalement, on a tout ce qu'il faut au niveau RGPD. Vous avez déjà dû cocher dans le formulaire ce qu'il faut. Mais bon, voilà, si vous voulez être précautionneux à ce niveau-là, n'hésitez pas, revenez vers nous. Vous avez une petite bulle de BD, c'est le chat. C'est par là où vous pouvez communiquer avec nous pendant toute la durée de la visio, c'est-à-dire communiquer si vous avez un problème technique, mais communiquer aussi si vous avez des questions, parce que vous allez pouvoir poser toutes vos questions via le chat. Moi, j'aurai votre nom qui apparaît et puis la question, comme tout le monde, et je vous donnerai la parole en fin d'intervention, à la fin de l'intervention de Ghislain Loiseau. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas, qu'elles soient techniques ou sur le sujet, on sera là pour vous accompagner au mieux. Et puis, un dernier petit affichage qui est intéressant. Là, vous avez la présentation qui défile. Vous avez en haut à droite l'affichage des intervenants. Vous pouvez choisir de voir l'intervenant qui parle, puisque c'est sa caméra qui va prendre la main et vous verrez cette personne-là uniquement. Donc, ça peut être assez intéressant. Écoutez, moi, je vous propose que Anne nous fasse part de la suite et nous fasse la petite introduction. Merci à tous. Je coupe ma caméra et je coupe mon micro. Bonjour à toutes et tous. Donc, Anne Benz, co-animatrice technique du réseau 3AR. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est le réseau des acheteurs publics responsables de Nouvelle-Aquitaine. Ces webinaires, ils s'inscrivent dans un contexte hyper riche. Donc, on commence par le cadre réglementaire et Ghislain va nous présenter dans le détail la difficulté et le nombre d'actualités juridiques qui vont pouvoir aujourd'hui s'appliquer dans le secteur de la construction. Bon, moi, je parle plutôt des maîtres d'ouvrage publics, mais effectivement, nous, on est fortement impactés. De nombreuses initiatives et d'acteurs en région. Vous avez Larsen aussi? Oui, c'est Gwenaëlle. Merci de couper votre micro, s'il vous plaît. J'essaye. Bonjour Gwenaëlle. C'est bon, ça marche. Des outils et des méthodes aujourd'hui qui existent, qui sont à faire connaître, à valoriser, à partager. Et puis, l'idée, c'est de toutes ces dynamiques collectives qui sont portées par nos réseaux à privilégier. Donc, Ghislain, c'est la slide d'après. Donc, nos dynamiques de webinaire, c'est un temps de… Vous pouvez y aller, vous pouvez avancer. De sensibilisation et d'information multi-acteurs. L'idée, c'est de sensibiliser, d'informer l'ensemble des acteurs de la filière construction, déconstruction Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y avait ODIS qui s'est présenté, Cluster Bâtiment Durable, 3AR sur l'achat public, et puis le réseau Recita, qui est le réseau de l'économie circulaire, qui, David en parlera tout à l'heure, organise aussi des événements, et notamment le 3 novembre prochain. Et donc là, on est en haut sur la partie sensibilisation et puis pour la partie montée en compétences, accompagnement, des appels à projets, appels à manifestation d'intérêt dédiés qu'on vous présentera à l'occasion du prochain webinaire. Bonne conférence à tous et toutes. Merci Anne. Alors la loi sur l'économie circulaire et ses textes d'application, bien évidemment, je vais vous présenter les principales dispositions qui concernent le secteur de la construction, mais il est important avant cela d'indiquer quelles sont la philosophie
de cette loi, les grands principes très rapidement, mais aussi les textes d'application qui sont attendus, parce que vous allez voir, on a un certain nombre de textes d'application qui vont être adoptés d'ici les prochaines semaines, voire les prochains mois, et qui vont venir compléter et préciser les dispositions législatives de cette loi. Donc voilà le sommaire. On va commencer directement par le contexte et les grands objectifs. Donc cette première diapo, pour vous rappeler que la loi GEC, donc relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire, ne part pas d'une page blanche. Vous voyez tous ces textes qui s'empilent les uns par rapport aux autres. Donc cette loi s'inscrit dans un contexte beaucoup plus général de directives européennes, ce qu'on appelle le paquet économie circulaire, avec notamment la directive cadre sur les déchets de 2008, mais également d'autres lois qui ont été adoptées dès 2015, notamment la loi sur la transition énergétique, qui définit, et on va le voir dans un instant, qui définit le concept même d'économie circulaire. Donc on n'a pas attendu la loi du 10 février 2020 pour poser un certain nombre de jalons. Et bien évidemment, cette loi, elle s'inscrit dans cette perspective, dans cette continuité, et elle va déboucher, et elle a commencé déjà à le faire, sur un certain nombre de textes d'application. On a eu cet été l'ordonnance du 29 juillet 2020, qui est un texte d'application important de cette loi, mais un certain nombre de décrets et d'arrêtés sont attendus. On fera le point à chaque fois sur ces textes lorsqu'on va aborder les grandes dispositions. Donc, vous l'aurez compris, l'entrée en vigueur va se faire de façon progressive. Juridiquement, une loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel, sauf lorsqu'elle prévoit des décrets d'application ou des arrêtés qui viennent préciser son contenu. Et donc, c'est en attendant, ce n'est qu'au moment où ces décrets d'application seront publiés que les dispositions entreront véritablement en vigueur. C'est pour ça qu'il est important de suivre les décrets qui vont arriver. Dans cette deuxième diapo, je rappelle simplement très rapidement la définition juridique de l'économie circulaire telle qu'elle est donnée par la loi sur la transition énergétique pour indiquer juste 2-3 choses rapidement. Le concept d'économie circulaire est un concept, vous le savez, qui est inspiré du fonctionnement des écosystèmes naturels. Donc, c'est un système de production qui doit solliciter le moins de ressources possible. Donc, c'est un modèle qui cherche non seulement à réduire la quantité de déchets que nous émettons, mais aussi à appréhender les produits en tant que flux de matière et d'énergie. Pour le dire autrement, ce qui est considéré comme un déchet dans le cadre d'un modèle économique linéaire, dont la seule issue est l'enfouissement ou l'incinération, va devenir, dans le cadre de l'économie circulaire, une matière qui va avoir plusieurs vies. Donc, l'objectif général de cette approche d'économie circulaire, c'est de favoriser, et on le voit sur cette définition, dans cette définition, de favoriser le réemploi, le recyclage, la réutilisation de matières qui sont considérées comme des déchets. Ce qui, juridiquement, soulève un certain nombre de questions et nécessite un certain nombre d'adaptations, notamment en ce qui concerne, on le verra un petit peu plus tard, la notion de sortie de statut de déchet. Sur les 2 diapos qui suivent, donc celle-ci et la suivante, je vous rappelle simplement le contenu, les ambitions et les grands objectifs de la loi GEC. Donc sur cette diapo, vous voyez que comment est structurée cette loi. On définit d'abord des grands objectifs stratégiques de gestion et de prévention en matière de production de déchets pour limiter et prévenir la production de déchets. Ensuite, certaines dispositions sont destinées à renforcer l'information du consommateur. Les dispositions qui vont nous intéresser beaucoup plus parce qu'elles sont relatives ou elles contiennent des dispositions relatives au secteur du bâtiment, ce sont les titres suivants. Donc, toutes les dispositions qui favorisent le réemploi, la réutilisation et l'économie de la fonctionnalité. Le gros morceau qui concerne la responsabilité élargie des producteurs, on y reviendra, mais vous aurez un webinaire qui sera spécifiquement dédié à cette question dans les semaines qui viendront. Donc, je ne ferai que poser quelques grands principes et vous aurez des compléments sur ces sujets-là. Ensuite, on a aussi des dispositions dans la loi destinées à lutter contre les dépôts sauvages, mais qui s'intègrent et qui sont en relation aussi avec le secteur du bâtiment, puisqu'on va voir que l'un des objectifs de la REP
matériaux et produits de construction consiste notamment à résorber les dépôts sauvages qui ont été constitués du fait de dépôts de ces matériaux. Donc, les objectifs stratégiques, en voici quelques-uns. Donc, avoir une empreinte écologique neutre, parvenir à réduire effectivement le plastique ou le plastique à usage unique qui sont mis sur le marché, recycler, avoir un taux de recyclage de plastique à hauteur de 100% d'ici le 1er janvier 2025. De façon plus précise, et là qui concerne tous les acteurs économiques, réduire les quantités de déchets d'activité économique en 2030 par rapport au niveau atteint en 2010, réduire les quantités de déchets non dangereux de 30% admis en installation de stockage et améliorer la valorisation énergétique des déchets ne pouvant faire l'objet d'une valorisation matière. Pour finir sur le contexte, il nous est apparu nécessaire de rappeler quelques définitions essentielles pour qu'on parle tous le même langage. Donc, ces définitions, elles sont données par le Code de l'environnement, par la loi. Hein. Donc, je vous rappelle la notion de déchet, hein, c'est toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Donc, à propos de ça, il est important de rappeler que la notion de déchet, telle qu'elle a été définie historiquement par la loi de 1975, a une connotation négative. Le déchet, c'est une matière qu'on élimine, donc dont on doit se débarrasser ou dont on a l'intention de se défaire. Donc, historiquement, la législation et la réglementation ont encadré les conditions d'élimination des déchets afin de limiter les inconvénients pour la santé humaine et pour l'environnement. Mais aujourd'hui, ce statut de déchet est assez bloquant par rapport aux nouvelles réalités d'usage des matières recyclées. Le déchet aujourd'hui, pour le dire autrement, prend un nouveau visage. Il ne correspond plus simplement à une matière ou une substance à éliminer, mais il prend aujourd'hui l'aspect, ou en tout cas de plus en plus, l'aspect d'un matériau alternatif à des matières premières. D'où l'importance qui vont être accordées et qui sont accordées par la loi GEC à la réutilisation, au réemploi, au recyclage. Je ne reviens pas sur ces définitions qui s'affichent à l'écran. Vous constaterez simplement que seule la notion de réemploi concerne des matières qui ne sont pas des déchets. Donc, on est dans une opération de réemploi, par exemple en matière de déconstruction, lorsqu'on récupère des tuiles d'un bâtiment et que ces tuiles, au lieu de les mettre en décharge ou de les concasser pour faire du remblai routier, par exemple, on les destine à un réemploi sur un autre projet. Le recyclage et la réutilisation sont des opérations un petit peu différentes qui portent sur des matières qu'on a déjà qualifiées ou qui sont déjà devenues des déchets. Je vous le disais, avant d'aborder les dispositions spécifiques au secteur du bâtiment, quelques rappels rapides sur les obligations qui s'appliquent à tous les producteurs de déchets. Les obligations ne sont pas véritablement nouvelles. Elles ont été surtout précisées par la loi GEC qui vient imposer ou aménager les obligations existantes. Donc, tout producteur de déchets, quel qu'il soit, dans le secteur du bâtiment ou dans d'autres secteurs, a l'obligation de caractériser et de classer ces déchets en 3 catégories. Donc, traditionnellement, on classait les déchets dangereux et les déchets non dangereux. Aujourd'hui, il faudra également classer les déchets en fonction des déchets qui contiennent des polluants organiques persistants. Parce que ces déchets vont subir ou vont être acheminés ou traités dans des filières spécifiques. Deuxième grande obligation pour tout producteur de déchets, c'est de respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Donc, d'appliquer les principes de réemploi, réutilisation, recyclage, la mise en décharge étant la démarche ultime dans un processus de traitement des déchets lorsque aucune autre opération n'est possible. La loi GEC insiste
La loi GEC insiste également sur l'obligation de respecter le principe de proximité, c'est-à-dire le principe sur lequel on va éliminer les déchets le plus proche possible du gisement, de leur gisement, c'est-à-dire de l'endroit où on les a effectivement produits. Troisième point, la loi impose de séparer les déchets dangereux lorsqu'ils ont été illégalement mélangés. On ne doit pas effectivement, en principe, mélanger des déchets dangereux ayant des propriétés susceptibles de réagir entre eux, et on ne doit pas mélanger des déchets dangereux avec des déchets non dangereux. Traditionnellement, le texte posait une condition. Cette obligation n'est imposée que si c'est techniquement faisable et économiquement ou financièrement possible. La loi GEC a abandonné le critère financier. Donc aujourd'hui, on est obligé de séparer les déchets dangereux illégalement mélangés lorsque c'est techniquement faisable. Autre obligation qui s'impose à tous les producteurs de déchets, l'interdiction de principe d'éliminer ou de valoriser des déchets qui ont été triés à la source. Sinon, ça n'aurait pas effectivement d'intérêt d'avoir effectué ce tri, alors que ce tri est destiné justement à permettre une réutilisation ou un recyclage de ces déchets. Ensuite, on va étendre progressivement l'obligation de tri à la source des déchets en passant du 5 flux au 6 flux pour tous les… et c'est une obligation qui s'applique à tous les producteurs. Donc, obligation de collecte séparée en vue de la valorisation du papier, des métaux, des plastiques, du verre, du bois et des textiles. Et le dernier grand principe qu'on peut rappeler, c'est l'interdiction de mélanger les déchets issus d'une collecte séparée avec des déchets ayant des propriétés différentes. On verra que cette obligation entrera en vigueur de façon différée. En ce qui concerne maintenant les dispositions qui sont spécifiques au secteur du bâtiment, je vous ai mis sur cette diapo une sorte de liste qui n'est pas exhaustive, mais qui contient les principales dispositions spécifiques au secteur du bâtiment. Je vais y revenir sur la plupart de ces obligations. Donc, vous voyez qu'effectivement, certaines obligations intéressent plus spécifiquement les maîtres d'ouvrage, d'autres vont intéresser plus spécifiquement les entreprises de travaux ou les fabricants de matériaux ou de produits. Ça, c'est en particulier à travers la filière REP, donc la responsabilité élargie des producteurs de biens ou de produits sur lesquels on va revenir. Par contre, je souhaitais insister sur le dernier point que je n'ai pas repris dans les diapos suivantes et qui est issu de l'article 70 de la loi GEC, qui vient modifier une disposition du Code de la construction et de l'habitation sur les performances énergétiques et environnementales des bâtiments. L'objectif de ce nouvel article et de cette nouvelle disposition, c'est de réduire la consommation d'eau potable dans les bâtiments qui seront construits à partir de 2023. Donc, à partir de 2023, les bâtiments qui seront construits devront prévoir des dispositifs de réutilisation, notamment des eaux pluviales, pour limiter les consommations d'eau potable. Le décret d'application de cette mesure est prévu pour décembre 2022. Ce n'est pas tout de suite, mais il faut quand même se poser la question et anticiper la mise en œuvre de cette nouvelle mesure. Alors, sur les obligations du maître d'ouvrage, on en a trois qui sont essentielles. La première, c'est la réalisation d'un diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets issus des travaux de démolition ou de réhabilitation. Donc, le fameux diagnostic produits, matières, déchets, sur lequel on va faire un focus dans les diapos suivantes. Ce diagnostic, il n'est pas véritablement nouveau, puisque depuis 2011, on avait un diagnostic déchets qui devait être réalisé pour des opérations de déconstruction de bâtiments d'une superficie de 1000 mètres carrés et pour la démolition d'autres bâtiments lorsqu'effectivement certaines substances chimiques avaient été utilisées dans les bâtiments. Aujourd'hui, on a une réforme profonde et on va le voir dans un instant, on a une réforme profonde de ce dispositif.
Ensuite, deuxième grande obligation des maîtres d'ouvrage, c'est d'accorder une priorité dans la gestion de leurs déchets au réemploi ou à la valorisation. Donc là aussi, on a un décret d'application qui va venir nous préciser cette obligation, ou en tout cas cette obligation renforcée. Et ce décret est prévu pour l'année prochaine, hein, au 1er juillet 2021. Ensuite, une autre disposition particulièrement importante, c'est celle qui concerne les produits ou les équipements qui sont destinés au réemploi. À partir du moment où vous allez effectuer sur le chantier de réhabilitation ou de démolition un tri de vos déchets, toutes les matières tous les produits ou les équipements qui seront destinés au réemploi ne prendront pas le statut de déchets. C'est essentiel parce que ça veut dire que ces matières, ces produits, ces équipements ne subiront pas ou ne seront pas soumis aux contraintes qui découlent de l'application de la législation déchets. Donc ça, c'est un point important, ces matières ne prendront pas le statut de déchet. Alors si on revient sur le diagnostic déchets, donc le passage de ce diagnostic déchets au nouveau diagnostic produits, matériaux, déchets. Donc vous avez sur cette diapo le rappel du contexte. Donc vous voyez qu'effectivement, cette évolution, elle a été impulsée par la feuille de route sur l'économie circulaire du 23 avril 2018, qui a imposé de réformer cet outil en profondeur pour lui donner plus d'efficacité, parce qu'en pratique, on a constaté que cet outil, ce diagnostic déchets, était très peu utilisé, hein, dans seulement 5 à 10% des cas, et donc il a été jugé inefficace. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un outil beaucoup plus efficient, d'élargir le périmètre des opérations qui vont être couvertes par cet outil et de changer la logique du diagnostic. Au lieu d'avoir un diagnostic simplement des déchets qui sont produits ou générés sur le chantier, on va véritablement avoir un inventaire afin de favoriser le réemploi et la valorisation des matériaux et des déchets issus du chantier. Bien évidemment, aujourd'hui, on ne connaît que la disposition législative, issue de l'article 51 de la loi GEC. On n'a pas encore les décrets d'application, donc tout ça va être mis en musique d'ici le 15 novembre 2020. Donc au niveau du contenu de cette obligation de réaliser un diagnostic produits, matériaux, déchets. Donc, cette obligation concerne les maîtres d'ouvrage. Elle concerne les travaux de démolition ou de réhabilitation d'une ampleur significative. C'est la loi qui le dit comme ça. Le décret va venir préciser le champ d'application. Il semblerait, alors je ne peux pas m'avancer sur le projet de texte, mais il semblerait qu'on envisage effectivement que cela couvre, que le champ d'application soit élargi, que ça ne couvre pas simplement des travaux concernant la démolition de bâtiments d'une superficie supérieure à 1000 mètres carrés. En ce qui concerne l'objet et le contenu du diagnostic, je l'ai repris dans le diapo. C'est véritablement assurer la gestion des produits, des matériaux et des déchets issus des travaux et assurer cette gestion en conformité avec les nouvelles dispositions du Code de l'environnement relatives à la gestion des déchets, donc favoriser le réemploi, le recyclage, la réutilisation. Donc véritablement, dans ces objectifs, on cherche à augmenter les taux de réemploi et de valorisation et d'améliorer, ça c'est important également, la traçabilité des déchets de chantier. Donc les dispositions, le contenu de ce diagnostic, on va y retrouver des informations nécessaires qui concernent les produits, les matériaux, les déchets, des informations techniques pour savoir dans quelles conditions on peut les réemployer ou les valoriser. On va avoir des informations sur les filières de recyclage qui sont liées à ces matériaux ou à ces produits. Ce diagnostic pourra aussi préconiser des analyses complémentaires pour s'assurer du caractère réutilisable de ces produits ou de ces matériaux, notamment s'assurer qu'effectivement leurs spécifications techniques permettent de les réutiliser et dans quelles conditions on pourra les réutiliser.
Ce diagnostic va fixer aussi des orientations pour assurer la traçabilité de ces produits, de ces matériaux et de ces déchets. Et s'il est impossible de réemployer ou de valoriser ces matériaux ou ces déchets, il faudra préciser dans le diagnostic les modalités d'élimination des déchets. Ce diagnostic, oui. Excuse-moi, c'est Eve. C'est pour te dire qu'il te reste 5 minutes. J'avance très très vite. Donc, ce diagnostic sera contrôlé par un organisme qui sera désigné effectivement par le décret d'application. Et pour l'instant, il n'y a pas de sanction prévue en cas de défaut de réalisation de ce diagnostic. Donc, je vous ai mis sur la diapo suivante les précisions qui doivent être apportées par les décrets d'application, donc les catégories de bâtiments, la nature des travaux concernés, le contenu et les modalités de réalisation du diagnostic, les modalités de transmission des informations contenues dans le diagnostic et les modalités de publicité de ce diagnostic. En ce qui concerne donc ça, c'est les principales obligations pour les maîtres d'ouvrage. Pour les entreprises de travaux, quelques obligations également nouvelles ou en tout cas remaniées. L'obligation de trier les déchets à la source en distinguant et en effectuant une collecte séparée des déchets pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre. Renforcer la traçabilité des déchets du bâtiment également. Alors, cet élément est extrêmement important et je détaille un petit peu dans la diapo suivante, c'est la mention obligatoire dans les devis. Une entreprise de travaux qui, lorsqu'elle procédera effectivement à l'émission d'un devis pour présenter ses prestations, devra dorénavant préciser les modalités d'enlèvement et de gestion des déchets générés par ces travaux, ainsi que leurs coûts et les installations de traitement vers lesquelles elle va envoyer les déchets. Le décret d'application est prévu pour mi-novembre 2020, donc l'obligation entrera en vigueur une fois que le texte aura été pris, donc s'il est pris d'ici là. Et l'entreprise de travaux, une fois qu'elle aura confié ces déchets à une installation de collecte, recevra un bordereau de dépôt qui lui permettra de garantir la traçabilité. Et il faudra qu'elle conserve tous ces bordereaux pour pouvoir en justifier auprès de l'administration ou auprès de ses donneurs d'ordre. Les 3 diapos qui suivent rapidement évoquent les évolutions qui concernent les filières REP. Donc, vous aurez un webinaire spécifique là-dessus. Cette diapo montre en fait les nouvelles filières REP qui vont être créées. Et donc, vous voyez qu'à partir de 2022, on aura une filière REP spécifique pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment, donc avec des obligations qui vont découler de cette nouvelle filière de responsabilité élargie des producteurs. Donc, dans ce cadre-là, comment va fonctionner ce nouveau système de responsabilité élargie des producteurs? Vous avez ici un petit schéma qui résume la mise en œuvre de ce dispositif. Ce qui est important de remarquer, c'est ce que va financer, ce que va prendre en charge l'éco-organisme qui va être lui-même financé par des contributions des producteurs de produits et de matériaux de construction. Donc, notamment le financement du ramassage et du traitement des dépôts sauvages de déchets de construction et de démolition. Cette diapo vous indique les conséquences de la création de cette filière REP, notamment les obligations de reprise, à la fois de reprise sans frais, à la fois des produits ou des matériaux de construction du secteur du bâtiment, mais aussi l'obligation de reprendre les déchets issus. Alors ça, c'est via la filière REP, les déchets issus des produits ou des matériaux de construction. Là aussi, les décrets d'application sont en cours de préparation et sont différés dans le temps. 2 mots rapidement sur la sortie de statut de déchets, juste pour vous dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on qualifie un bien, une matière, un matériau de déchet, on lui applique une réglementation, donc la réglementation déchets, qui est très contraignante. Ça vient un peu en contradiction avec ce que l'on souhaite faire aujourd'hui des déchets, c'est-à-dire les valoriser, les réutiliser, les réemployer. Donc, pour permettre et pour faciliter le réemploi, la réutilisation, le recyclage, il est nécessaire de faire perdre aux déchets son statut, c'est-à-dire d'avoir une sorte de réversibilité du statut de déchet.
C'est l'objectif de cette procédure de statut de déchet qui pose des conditions, qui est une procédure administrative, qui pose des conditions si, au terme desquelles le déchet peut perdre son statut de déchet. Ce qui est intéressant de remarquer dans la loi GEC, c'est qu'elle a cherché à modifier, à simplifier le dispositif, la procédure de sortie de statut de déchet, notamment lorsqu'effectivement on a un déchet qui a fait l'objet d'opérations en vue de sa réutilisation. Donc, ce que je vous ai aussi rappelé tout à l'heure, c'est que des déchets qui sont triés sur le site d'un chantier, qui sont triés en vue d'être réemployés, ne prendront pas le statut de déchet. Les deux diapos qui suivent précisent ou illustrent cette procédure de sortie de statut de déchet pour les terres excavées. Ça, c'est également important. Donc, on a un arrêté, un projet de décret et un arrêté ministériel qui vont venir fixer les critères de statut de sortie de déchets pour les terres excavées et donc pour pouvoir plus facilement les réemployer, mais aussi, et c'est important, assurer une traçabilité des terres excavées parce qu'aujourd'hui et jusqu'à maintenant, on a un certain nombre de difficultés avec des terres qui ont été valorisées sur des terrains et dont on se rend compte qu'elles contiennent des déchets. Donc, la diapo que j'affiche montre une sorte de logigramme de décision pour déterminer comment on pourra faire sortir du statut de déchet une terre excavée. Pour terminer, rapidement, une obligation, en tout cas une modification importante qui concerne les acheteurs publics donc et les marchés publics, avec l'obligation pour la commande publique de s'assurer ou de veiller que dans le domaine de la construction, de la rénovation, les exigences de lutte contre pour s'assurer qu'en matière de commande publique, dans le domaine de la construction, on fera appel à des matériaux issus du réemploi ou issus effectivement d'opérations de recyclage ou de valorisation. Ça renvoie en fait à l'article précédent, c'est-à-dire à l'article 58 de la loi GEC, qui fixe des critères très précis ou en tout cas des taux de valorisation très précis en fonction des matières. Donc, le texte nous dit la chose suivante. À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l'État ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements qui sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou doivent intégrer des matières recyclées dans des proportions de 20 à 100% selon le type de produit. Donc, à compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 à 100% selon le type de produit. Donc ça, c'est le principe général. Mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment le dire, dans un certain nombre de cas, il pourra être dérogé à cette règle puisqu'on nous dit qu'en cas de contrainte opérationnelle liées à la défense nationale ou de contraintes techniques significatives, je ne sais pas pour l'instant ce qu'est une contrainte technique significative, en cas de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur ne sera pas soumis à cette obligation de faire appel à des matières réemployées ou recyclées ou réutilisées. Donc là aussi, on a un décret en Conseil d'État qui va venir fixer la liste des produits et des taux de matières recyclées ou de proportion de matières recyclées selon le type de produit. Donc en résumé, vous l'aurez compris, cette loi GEC, elle contient un certain nombre d'obligations, de principes qui sont importants à la fois pour les fabricants et de produits et de matériaux de construction, notamment à travers la création de la filière REP, l'obligation de s'inscrire dans un registre national, l'obligation de reprendre des déchets ou des matériaux issus de la déconstruction et l'obligation
j'en ai pas parlé, l'obligation d'adopter une démarche d'éco-conception, voire de réaliser un bilan quinquennal de prévention et d'éco-conception. Pour le maître d'ouvrage, c'est essentiellement le diagnostic produit, matière, déchets, le fait de réaliser un tri à la source des déchets et de donner une priorité au réemploi ou à la valorisation des matières qu'il destine à l'abandon. Pour l'entreprise de travaux, on retrouve l'obligation de trier à la source ces déchets, donc passage du 5 à 6 flux, renforcer la traçabilité, la collecte et la valorisation des déchets du bâtiment et imposer, inscrire dans ces devis les nouvelles mentions obligatoires sur la gestion ou les modalités de gestion des déchets pris en charge ou générés dans le cadre d'une opération de déconstruction ou de réhabilitation. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie et je laisse la place à vos questions. Merci beaucoup, Ghislain. Merci beaucoup. C'était un exercice relativement difficile de nous détailler cette loi en aussi peu de temps. Alors, il y a quelques questions. Je crois on va commencer par Magali Baudin d'Archimag. Si vous pouvez allumer votre micro, votre vidéo, si vous vous souvenez de votre question, allez-y, sinon je la poserai à votre place, mais ça peut être plus sympa si vous intervenez, puis on va peut-être enlever l'affichage, le partage du... Hop là, j'enlève le partage. Magali, est-ce que vous êtes encore là? Oui, je suis Oui. là. Bonjour. Bonjour, merci. Allez, c'est à vous. Ma question était, à partir de quel moment un produit ou un composant sur un chantier devient-il un déchet? Est-il classé réellement un déchet? Alors, c'est lié en fait à l'intention de l'opérateur. C'est-à-dire que la définition du déchet, vous pourrez vous reporter, hein, c'est pour ça que je l'ai mise dans la diapo, c'est à partir du moment où on destine un bien à l'abandon que le bien prend la qualification de déchet. C'est bien tout ce qui… Donc, si je reprends mon exemple des tuiles liées à la déconstruction d'un bâtiment, si je reprends ces tuiles et qu'elles présentent encore des caractéristiques qui permettent d'être réemployées, dès lors que je récupère ces tuiles pour les réemployer, donc dans l'intention de les réemployer, ce n'est pas un déchet. Et donc, je ne serai pas tenu par la réglementation déchets et bien évidemment, il faut que j'ai une demande pour réutiliser ou réemployer ces tuiles. Par contre, si je n'ai pas de demande ou si ce n'est pas intéressant d'un point de vue économique, ces tuiles, qui pourtant sont encore tout à fait utilisables, ben, je vais les destiner à l'abandon. C'est-à-dire que je vais devoir effectivement hier, on les aurait envoyés en décharge directement. Aujourd'hui, c'est un déchet, mais je dois quand même respecter les principes de hiérarchie dans les modes de gestion. Donc, il va falloir que j'essaie de les valoriser, de les recycler ou de les réutiliser si possible. Donc, un exemple de recyclage, par exemple, si je les concasse et que j'en fais des petits graviers, je peux les mettre en sous-couche routière, par exemple. Donc ça sera du recyclage, par exemple. Ça ne sera pas du réemploi. Donc, le recyclage, je pars quand même bien d'une matière qui est un déchet. Mais il faut que ça reste sur un même chantier ou le fait de passer d'un chantier à un autre fait qu'on passe par le statut déchet? Non, c'est véritablement ce que vous décidez d'en faire. C'est-à-dire que pour vous, la notion de déchet, c'est ça qui est difficile, elle est subjective. Si mon ordinateur, par exemple, l'ordinateur que j'utilise, je le trouve plus assez performant, je le mets sur le trottoir, pour moi, c'est un déchet. La personne qui le trouve, l'étudiant d'à côté, se dit, tiens, s'il fonctionne très bien, pour moi, c'est un bien que je réemploie. Donc, c'est véritablement l'intention de l'opérateur. Pour le réemploi, ce qui est important et ce qu'il faut préciser, c'est que pour que des matériaux ne deviennent pas des déchets sur un chantier, il faut que vous les destiniez au réemploi, mais il faut qu'ils aient fait l'objet d'un tri par un opérateur qui est capable. Alors, pour l'instant, je ne sais pas vous dire ce qu'est la notion de capacité,
mais qui est capable de trier justement ces déchets, de s'assurer qu'on va pouvoir bien réemployer les matières qu'on destine à être réemployées. Sinon, ça sera du déchet. Merci Ghislain. Alors une autre question, c'est Christelle. J'ai pas votre nom de famille, Christelle. Je suis désolée. Christelle, vous aviez une question justement. Je suis pas certaine que Ghislain y ait complètement, enfin précisément répondu. Alors c'est par rapport dès lors que le déchet passe en installation, si la Christelle en question peut se reconnaître. Bonjour. Merci. Merci. Oui, bonjour. Oui, ben, ça rejoint effectivement la discussion qui est en cours et pour la préciser. Donc, en fait, à partir du moment où un déchet va être passé par une installation de tri qui va potentiellement le séparer parce qu'on a un déchet au départ qui est peut-être en mélange, lui trouver d'une opération de recyclage, et donc va faire une matière première secondaire. Est-ce que cette matière secondaire sort du statut de déchet ou est-ce qu'elle reste toujours effectivement un déchet? Pour qu'un déchet sorte du statut de déchet, il faut, en fait, il y a deux situations, il y a deux procédures. La procédure que j'ai rappelée à travers les diapos sur lesquels je suis passé un petit peu vite, mais vous avez le texte. La procédure administrative de sortie implicite du déchet. Donc, c'est la procédure par laquelle un déchet, on va faire perdre à un déchet son statut, mais sous la condition que ce déchet respecte tous les critères fixés par le Code de l'environnement que j'ai rappelé en fait sur ma diapo. Donc, il faut que tous les critères soient respectés. Alors, vous avez raison, dans la version de ce texte antérieure à la loi GEC, il fallait obligatoirement que ce déchet passe par une installation, soit une installation classée pour la protection de l'environnement, soit par un IOTA, par exemple une station d'épuration avec la problématique des bouts d'épuration, etc. Vous savez. Aujourd'hui, la simplification consiste à supprimer cette obligation-là. Donc, ça veut dire qu'en fait, des producteurs de déchets peuvent faire sortir une matière du statut de déchet sans nécessairement que ça passe dans une installation classée pour la protection de l'environnement. Mais il faut quand même qu'on respecte tous les critères de sortie du statut de déchet, et notamment, par exemple, qu'il y ait un marché, par exemple, pour le bien ou pour la matière qu'on veut faire sortir du statut de déchet. Ensuite, au niveau… justement, ces critères-là sont précisés par arrêté ministériel en fonction des matières. Donc, je vous renvoie à l'illustration que je prenais pour les terres excavées. Donc, on a un arrêté ou un projet d'arrêté ministériel qui va définir toutes les conditions dans lesquelles des terres excavées, polluées ou non, ne seront plus considérées comme des déchets une fois qu'on aura respecté ce logigramme de sortie du statut de déchet. Parce que si on reprend l'exemple d'une terre, aujourd'hui, le Code de l'environnement nous dit les terres non excavées, même les terres polluées non excavées, ne sont pas des déchets. Mais c'est uniquement quand je sors la terre et que je destine cette terre à l'abandon, ben là, ça prend le statut de déchet. Mais si je veux refaire quelque chose à partir de cette terre, ou si je veux la valoriser d'une certaine façon, il faudra que je fasse… que j'engage cette procédure de sortie de statut de déchet parce que sinon, je pourrais en faire quelque chose, je pourrais toujours la valoriser, je pourrais toujours recycler, je pourrais toujours faire des choses, mais je gérerai un déchet. Donc, je serai toujours quand même contraint par les obligations de la réglementation de déchets. Donc, elle est intéressante, cette procédure de sortie de statut de déchet. Elle est assez complexe aussi, hein, c'est vrai, il ne faut pas se le cacher. La loi GEC essaie de la simplifier. On verra en pratique comment ça va, si ça va être un succès.
Alors, il y a un petit complément qui retrace un peu ce que tu disais, hein, qui s'est fait sur le chat, mais je laisse les personnes aller sur le chat, il n'y a pas de souci. Et on a une question par rapport au diagnostic. Donc, c'est Hélène Pesquet, vous me l'avez posé 2 fois, vous inquiétez pas, j'avais vu. Hélène, si vous êtes encore là, si vous pouvez allumer votre micro et votre caméra pour poser votre question. Merci. Super. Oui, pas de souci, j'avais pas vu comme elle était plus haut, je me suis dit je vais la reposer au cas où. Vous avez bien fait. Donc oui, moi ma question c'était parce qu'aujourd'hui il y a des choses qui s'organisent pour faire des diagnostics qui s'appellent diagnostics ressources. Aujourd'hui avec les diagnostics PMD, quels seront les types d'organismes qui seront habilités à faire ces diagnostics, quoi. Est-ce que les associations qui aujourd'hui font des diagnostics ressources pourront continuer et passer sur des diagnostics PMD? Alors, malheureusement, je peux pas vous répondre pour l'instant. Il va falloir attendre juste un tout petit peu, c'est-à-dire d'ici le 15 novembre, pour le savoir. D'accord, ok. C'est l'un des objectifs là, des textes d'application qui sont prévus. Si vous regardez à tête reposée la diapo après le schéma de toutes les couleurs là, qui précise un petit peu l'obligation, vous verrez qu'effectivement les modalités de réalisation des diagnostics et notamment les garanties qui sont attendues des diagnostiqueurs, c'est-à-dire les garanties en termes d'assurance, vont être précisées par le décret d'application qui est attendu. D'accord. Voilà. Donc, on peut se donner rendez-vous dans 1 an ou dans quelques mois pour refaire un point, compléter ce qui aurait été vu. Effectivement, c'est le côté un peu frustrant de cette présentation, c'est qu'aujourd'hui, on a tout un tas de dispositions législatives, mais on n'a pas encore la mise en musique. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Okay. Merci. Alors, je vais lire l'intervention de Laurent Billot qui m'a dit que je pouvais poser sa question. Et puis, on s'arrêtera peut-être là. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser-les parce qu'on est en train de dépasser le timing. Donc, Laurent, je lis votre question à votre demande. Donc, Laurent est thermicien. Autant la réglementation thermique actuelle, RT 2012 et RTX, je suis pas spécialiste moi, fait l'impasse sur l'économie circulaire, autant la future environnementale RE 2020 l'intègre via son volet carbone. Mais sur la partie énergie, la saisie des propriétés thermiques des matériaux réemployés, réutilisés, recyclés pose problème. Soit on ne sait plus quel est le produit exact, un isolant de même matière ou de cellulose peut présenter une conductivité thermique différente d'un facteur 1,5. On devra donc saisir un produit générique qui sera forcément défavorable, même si on connaît le produit exact et sa durée de vie en œuvre, ces caractéristiques ont été dégradées par le temps. Comment en tenir compte dans les calculs? Alors, je crois que Ghislain, tu vas peut-être pas pouvoir répondre à la question. Voilà. Je la lis. Je suis désolé, là on atteint les limites du pauvre juriste que je suis. Effectivement, je suis juriste, mais pas technicien. Donc là, on est sur une question vraiment éminemment technique. Ouais, voilà. Voilà, je la posais parce qu'effectivement, c'est des questions très techniques que les professionnels se posent. David va pouvoir amener un complément d'information sur cette question-là, mais on est vraiment sur la partie, je dirais, juridique. Voilà. David. Justement, je ne serai pas long parce que forcément, c'est un des points que nous aborderons lors d'un prochain midi circulaire. Donc, vous verrez qu'on abordera tous ces aspects-là. Et comme le disait Ghislain, la chose intéressante, c'est que vu qu'on va faire 1 fois par mois des lectures en fait sur ces sujets-là, on va avancer en fait sur ces questions-là. Et notamment, je vous le dirai, sur les diagnostics, on fera quelque chose certainement en janvier. Et entre-temps, on aura les décrets. Donc, ça nous facilitera la chose. Voilà. Eh bien, écoutez, moi je vous propose d'arrêter sur les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, vous nous les faites passer. Oui, merci Raphaël pour RT existante en le disant, je ne savais plus, donc c'est parfait. N'hésitez pas, revenez vers David, revenez vers Anne, revenez vers moi pour poser les questions, on les fera parvenir à Ghislain. David, je te laisse la main et un grand merci à Ghislain. Merci beaucoup. Alors, attendez, est-ce que je vais faire? Est-ce que je peux mettre un grand écran? Je pense que oui. Ouais, c'est bon. C'est juste pour
conclure, en fait, vous donner quelques actions qui vont suivre sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine sur cette question de l'économie circulaire. Effectivement, on vous a présenté nos médias circulaires, mais il y a plein d'autres choses. Donc, très rapidement, semaine prochaine, il y a un webinaire avec l'appel à projet au Préval BTP qui est lancé par l'ADEME. Donc, le webinaire permet de justement clarifier un petit peu l'ensemble des dispositions par rapport à ça. Nous sommes partenaires avec également 3R et tout un tas d'autres partenaires sur la 8e journée technique Recita qui s'occupe cette fois-ci, qui est le réseau de l'économie circulaire en Nouvelle-Aquitaine et qui s'occupe cette fois-ci également de bâtiments. Donc, bien sûr, c'est coordonné avec notre action d'aujourd'hui. On est partenaire et il y aura deux temps, un plutôt sur l'organisation finalement des filières et un autre sur les opérations, comment ça fonctionne au niveau des opérations. Donc, on vous encourage fortement à y assister. Ça sera également dématérialisé pour les questions sanitaires que l'on vit en ce moment. Également, on a une formation réemploi qu'on fait maintenant traditionnellement chez ODIS qui aura lieu à Bayonne le 19 et 20 novembre, qui est à ma connaissance quasiment pleine, mais vous pouvez quand même manifester des intérêts parce que du coup, on en refera de toute façon en 2021. Et également, on a l'honneur également de vous présenter les 2 prochaines, voire les 3 prochaines temps avec les midis circulaires. Donc, vous voyez qu'on continue un petit peu sur la même lignée. Le 19 novembre, on va avoir les appels à projets parce que forcément, vous avez compris avec Ghislain qu'il y a un enjeu extrêmement important sur la question de l'économie circulaire. Le sujet, notamment par les connexions qu'on a eues aujourd'hui et puis finalement les inscriptions qu'on a eues précédemment, est en train d'intéresser. Et donc, il y a pas mal de soutien et pas mal d'appels à projets sur le sujet. Et on aimerait bien que, voilà, que vous en tiriez bien en fait avec cette connaissance-là. Donc, 19 novembre pour ces appels à projets. Et 17 décembre sur la question de l'inspiration. C'est vrai que parfois, certaines personnes se disent « mais qu'est-ce que je peux faire avec les matériaux ?» On va vous donner quelques éclairages pour vous inspirer sur ça. Et juste avant cette présentation-là, on a fait un point avec les partenaires et on a déterminé finalement le thème, ce qui était du 14 janvier, donc on n'a pas eu le temps de monter, mais comme ça vous le saurez, qui sera sur le fameux diagnostic ressources, diagnostic PMD ou ressources, on verra comment on va le faire. Mais on voudrait essayer de vous parler de tout ça, sachant que ça a été mis en commentaire. Il y a un guide Démoclès qui était sorti sur le sujet, donc on se trouvait que c'était quand même pas mal une actualité, mais il y a plein de choses qui sont d'actualité en ce moment, donc c'est assez compliqué de, de prioriser. Voilà pour moi sur les prochaines actions. Eh ben, merci à tous. Je vous ai mis dans le chat. N'hésitez pas à contacter Ghislain Loiseau en direct. On vous mettra ses coordonnées dans la restitution. Donc voilà, on a des entreprises qui font appel au cabinet FIDAL régulièrement pour des conseils et surtout en prévention avant d'avoir les gros soucis. En tout cas, il vaut mieux. Il vaut mieux. Merci à tous, merci à Ghislain. Dans la restitution, pour rappel, la liste des personnes inscrites, la présentation de Ghislain. N'hésitez pas, renvoyez-nous vos questions si vous en avez de nouvelles et à très bientôt.